Extrait inédit. Comme promis, passons aux inédits. Inédits, car nous les offrons pour la première fois. Ils ne se trouvent pas dans le livre. Certains extraits proviennent des programmes de télévision France Means Business, la France des affaires. Tous ont été enregistrés en France spécialement pour vous. Et nous commençons par... Piste 1. Jean Druard. Vous vous souvenez de Jean Druard, n'est-ce pas? Un homme d'affaires belge. Il avait décidé de s'implanter dans la région Nord-Pas-de-Calais. En effet, dans l'unité 4, il nous a expliqué les raisons pour lesquelles il voulait s'établir dans le Nord-Pas-de-Calais. Monsieur Lalin, de l'APIM, l'agence pour la promotion industrielle de la métropole lilloise, l'a beaucoup aidé. D'après Monsieur Druard, c'est Monsieur Lalin qui lui a ouvert toutes les portes. Eh bien, à l'occasion de l'inauguration de son entreprise, il a invité toutes les personnes qui l'ont aidé pour les remercier une à une. Écoutons-le. Monsieur le maire, messieurs les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de l'île Roubaix-Tourcoing, messieurs les représentants du syndicat intercommunal de l'agglomération roubaisienne, le CIAR, messieurs les représentants de l'association pour la promotion industrielle de la métropole, la PIM, qui viennent nous quitter, messieurs les journalistes, messieurs les industriels, mesdames et messieurs. On pourrait croire que c'est une tâche insurmontable pour un petit Belge que d'implanter une entreprise dans le Nord. Et en effet, ce n'est pas une mince affaire que de se trouver dans la communauté urbaine de l'île et de chercher où s'installer, dans quelle zone, dans quels locaux, trouver avec qui prendre contact, avec quelles administrations. Bref, le parcours du combattant. Mais heureusement, toutes ces difficultés disparaissent comme par enchantement lorsque vous êtes pris en charge, je devrais dire en voiture, par M. Lalin de la PIM. Comme par miracle, tous les rendez-vous sont fixés et honorés dans des temps records. Et tout devient plus facile encore lorsque le CIAR, représenté par Mme de Quitte, vous aide à trouver le terrain où bâtir. Et que M. le maire de Lers met des locaux à votre disposition pour la durée des travaux de construction. Que tous trois veuillent bien accepter ici mes remerciements chaleureux pour leur aide aussi précieuse qu'efficace. Chercher où s'installer, dans quelle zone, dans quels locaux, trouver avec qui prendre contact, avec quelles administrations, ce n'est pas chose facile. En fait, c'est un vrai parcours du combattant. Oui, mais quand M. Lalin de la PIM est là pour vous prendre en charge, que Mme Dequet du CIAR vous aide à trouver un terrain et que M. le maire de l'Air met des locaux à votre disposition pour la durée des travaux, tout se passe bien comme par miracle. Vous avez remarqué la façon dont M. Druard remercie les personnes qui l'ont aidé? Il vous serait très utile de vous en souvenir. Répétez. Que tous trois veuillent bien accepter ici mes remerciements chaleureux pour leur aide aussi précieuse qu'efficace. Et maintenant, en une seule fois. Que tous trois veuillent bien accepter ici mes remerciements chaleureux pour leur aide aussi précieuse qu'efficace. Piste 2. Jean-Pierre Nacry. Jean-Pierre Nacry, directeur de l'APIM, explique à notre reporter Laurence Relin comment l'APIM aide les hommes d'affaires à s'implanter dans la région en leur facilitant les procédures administratives, en leur trouvant des marchés, des opportunités de faire des affaires et en aidant leurs entreprises à se développer une fois qu'elles sont bien implantées dans la région. Mais alors comment est-ce que vous aidez l'entreprise à se développer? Eh bien, essentiellement, quelquefois en lui trouvant des marchés, en lui trouvant des opportunités de faire des affaires, ou encore, eh bien, c'est vrai que ces entreprises ont souvent des rapports avec les administrations, où il faut mettre en place un certain nombre de procédures administratives, et c'est vrai que notre présence, avec malgré l'appui de la Chambre de commerce et de la communauté urbaine, qui sont deux grandes institutions, eh bien, nous arrivons à faire accélérer les procédures, par exemple, et les entreprises recherchent assez bien ce type de service.
La PIM a été créée pour promouvoir et faire connaître la métropole lilloise auprès des investisseurs français et étrangers, et ainsi relancer l'économie d'une région fortement atteinte par le déclin de son industrie traditionnelle, celle du charbon et de l'acier. Est-ce que vous croyez qu'une agence comme la PIM peut vraiment relancer ou aider à la relance économique d'une région ou de la métropole? Nous avons été créés pour cela. Il est bien évident que nous n'intervenons que sur les investissements extérieurs et que le développement d'une région est essentiellement le fait des entreprises en place. Ceci dit, l'implantation d'une entreprise étrangère est toujours un apport nouveau, soit au niveau de la sous-traitance, par exemple, qui va travailler avec elle, soit au niveau tout simplement de l'image. Implanter une entreprise britannique ou une entreprise allemande ici, c'est toujours un signe très positif de développement économique, ne serait-ce que par le caractère international que cela donne. Monsieur Nacri déclare fermement « Nous avons été créés pour cela, pour aider le développement de la région et, comme il explique, l'établissement de firmes étrangères dans la région, disons firmes britanniques ou allemandes, est toujours un apport nouveau. C'est un signe très positif de renouveau économique. » Piste 3. Bolloré Technologies. Vincent Bolloré est né à Quimper, en Bretagne. Après des études de sciences économiques et de droit, il rachète en 1981 l'affaire familiale, une papeterie qui périclite pour la somme symbolique de 4 francs. Il est aujourd'hui à la tête d'un groupe au chiffre d'affaires de quelques 25 milliards de francs. Il doit son succès à 3 principes de base. La diversification, un bon équilibre d'activité et l'aptitude d'identifier le bon créneau. Le papier est toujours présent dans les divisions de production, mais le groupe compte un grand nombre d'autres activités. Gilles Alix est directeur financier pour toutes les divisions industrielles, avec responsabilité pour aussi bien le contrôle de gestion que la comptabilité et l'informatique. Écoutons-le expliquer à Laurence Relin quelles sont ses responsabilités. Est-ce que vous pouvez me dire quelles sont vos responsabilités chez Vincent Bolloré? Alors, je suis directeur financier industriel, ce qui signifie que je suis directeur financier pour toutes les divisions industrielles, à la Bretagne, et puis également les divisions papier, Thonon-Toulouse, et puis les divisions, ce qu'on appelle les divisions transformation, Perpignan avec les cahiers à cigarettes et les non-tissés avec Angers. Donc, ma charge est à la fois des directeurs financiers en Bretagne, je dirais avec toutes les applications, contrôle de gestion, comptabilité, informatique, et également de superviser la même fonction, je dirais, sur les autres sites. Donc, quand est-ce que vous rentrez en rapport avec Vincent Bolloré de façon personnelle? Alors, je dirais qu'on a plusieurs réunions. D'abord, on a des réunions mensuelles pour examiner l'ensemble des résultats mensuels des divisions industrielles. Ça, c'est le premier point. Et nous avons également des réunions, de temps en temps, ponctuelles, pour analyser les budgets, ce qu'on appelle les business plans, les choses un petit peu plus exceptionnelles. Et pour voir un petit peu quelles sont les perspectives d'avenir pour l'ensemble de l'industrie chez Bolloré. Piste 4. Philippe Deleplanque, directeur produit. Dans l'unité 2, Philippe Deleplanque nous a dit qu'il était directeur produit de la branche packaging. Ici, il nous explique ce qu'il veut dire par packaging ou emballage. Ce sont des films plastiques extra fins qui ont différentes applications industrielles. Il précise que leurs clients sont surtout des industries électriques ou électroniques, mais également toute société qui doit emballer ses produits. Ici, nous fabriquons des films en matière plastique. Notre spécialité sont des films extra fins qui ont différentes applications. Soit des applications industrielles, on les utilise en tant qu'isolant électrique, soit des applications dans le domaine du conditionnement, c'est-à-dire, en d'autres termes, de l'emballage. Qui sont vos clients? Alors nous avons en fait un portefeuille de clientèle qui est assez diversifié, puisque nos produits s'adressent à plusieurs catégories d'industrie. Ce sont toujours des industriels. Nous ne faisons aucun produit grand public. Nos clients sont donc soit par exemple des sociétés de l'industrie électrique, des fabricants de condensateurs, donc de composants électroniques, disons en règle générale. Et d'un autre côté, pour le domaine du film d'emballage, c'est beaucoup plus diversifié, puisque à la limite, tout produit peut être conditionné sous un film. Et donc nous avons comme clients des fabricants de produits alimentaires, des fabricants de disques, de livres, de virtuellement n'importe quoi de petit. Hein. Est-ce que vous faites beaucoup d'exportations?
Environ 80% du chiffre d'affaires. Vers quelle destination? À peu près tous les pays industriels. Donc, dans le domaine du film d'emballage, ils ont aussi comme clients des fabricants de produits alimentaires, des fabricants de disques, de livres, de virtuellement n'importe quoi et n'importe quoi de petit. Mais ils ne font aucun produit pour le grand public. Ils font beaucoup d'exportations, environ 80% du chiffre d'affaires, et ils exportent à peu près dans tous les pays industriels du monde. Notre reporter lui a également demandé quelle a été sa formation et si celle-ci l'a aidé dans sa carrière. Quelle a été votre formation au départ? Je suis ingénieur de formation. Plus précisément? École des mines. Et pourquoi cette formation vous paraît importante pour ce que vous avez fait plus tard? C'est une formation assez généraliste qui m'a permis d'avoir un parcours, finalement d'occuper un certain nombre de fonctions dans cette entreprise et d'ailleurs dans d'autres préalablement, mais notamment des fonctions techniques dans le domaine de la qualité, de la recherche. Donc vous parlez un petit peu l'anglais. Pourquoi oui. Et comment avez-vous appris l'anglais? Si je vous dis que c'est en écoutant les chansons des Beatles du temps de ma jeunesse, vous me croirez sans doute. Mais bien sûr, j'avais aussi appris au lycée avant. Et en fait, je crois que j'ai fait d'énormes progrès à partir du moment où je suis entré chez Bolloré, parce que c'est une société où on est d'une part très exportateur et d'autre part très souvent en contact avec des fournisseurs qui sont eux-mêmes étrangers. Nous avons des filiales à l'étranger, notamment aux États-Unis, et il est évident que le grand rêve de la langue française universelle s'étant écroulé depuis Napoléon à peu près. Lorsqu'on a des filiales à l'étranger, c'est nous qui parlons anglais et ce ne sont pas eux qui parlent français. Alors, comment a-t-il appris l'anglais? Vous avez compris? D'abord, il avait appris l'anglais au lycée, puis en écoutant les chansons des Beatles. Mais il a fait de grands progrès en anglais depuis qu'il est entré chez Bolloré. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une société où d'une part on exporte beaucoup à l'étranger et d'autre part on est en contact avec des fournisseurs qui sont eux-mêmes étrangers. Donc il devait très souvent communiquer en anglais. Bolloré Technologies a des filiales aux États-Unis et comme il se doit, ce sont les Français qui parlent anglais et non pas vice-versa. Piste 5. Michel Pinard, directeur général. Michel Pinard est directeur général de la division. Il se souvient très bien de l'année 1982, date à laquelle le personnel, confronté à un avenir plus que sombre, a voulu faire comprendre à leur nouveau patron, Vincent Bolloré, leurs sentiments sur la situation de l'entreprise en Bretagne. Et aussi leurs angoisses du type « à quand les licenciements, les cessations de paiement des clients, etc. » La situation était si grave que le personnel n'avait pas osé lui faire face avec ces questions. Et en fait, il l'avait fait par écrit. Je dirais que quand en 81, 82, quand le personnel et les cadres en particulier voyaient un avenir plus que sombre pour l'entreprise, il y a eu une réaction de la part du personnel et de l'encadrement, qui a été, de par l'aspect communicatif de notre président, qui a été de lui faire comprendre notre état d'âme à l'époque. Et je me souviens d'une anecdote où nous nous étions réunis entre quelques cadres et nous lui avons proposé un projet écrit de questions que nous n'osions pas lui poser en face. Du type, à quand les licenciements, les cessations de paiement des clients, comment allez-vous annoncer ça, etc., etc. Et puis on a eu un Vincent Bolloré qui nous a dit, écoutez les gars, vous croyez en moi, le bateau est encore valable, on y va. Le bateau est encore valable, on y va. Ce sont ces mots que Vincent Bolloré a prononcés pour faire comprendre au personnel que tout espoir n'était pas perdu, que l'affaire était encore viable. Il a demandé qu'on lui fasse confiance, qu'on croit en lui. Puis il a demandé à tout le personnel d'accepter une réduction de salaire de 15% et de se serrer la ceinture. Il a promis que si tout allait bien, tout le monde en serait récompensé. Quelle demande! Quelle demande! Et elle a été acceptée. Et nous connaissons le reste, n'est-ce pas? Écoutons Michel Pinard. C'est ce qui s'est passé. Alors le message a été évidemment passé au cadre et au personnel ouvrier. Et à l'époque, je me souviens qu'une des décisions qu'il a fait prendre au personnel a été de demander au personnel de réduire de lui-même la masse salariale.
Autrement dit, le message a été on est mauvais, pour être bon, il faudrait que nous diminuions les salaires de 15%. Je ne sais pas si vous voyez la démarche. Et le personnel à l'époque a dit ok, on y va. Et le message de Vincent a été de dire vous vous serrez la vis une année parce que ça va mal. Le jour où ça ira bien, je vous le rendrai. Le message a été perçu au départ comme cela. Preuve a été faite, quand l'entreprise a bien marché, que le retour s'est fait. Donc, cette confiance est démontrée fiable par cet exemple. Alors c'est pour ça que, et en particulier en Bretagne, la composante sociale de la gestion est hyper importante, puisqu'il y a une confiance absolue entre la direction et le personnel. Piste 6. La formation. Comme beaucoup de cadres dans le groupe Bolloré, Michel Pinard avait une formation d'ingénieur. Puis, tout en travaillant, il a suivi une formation de gestion à raison de 3 jours par mois. Il lui a fallu 2 ans pour finir le cours. Quelle formation avez-vous eue avant de commencer à travailler ? Je suis ingénieur de formation. Et en 86-87, j'ai suivi une formation de gestion en dehors du temps de travail ou pendant le temps de travail selon les cycles qui étaient organisés. Ça a pris 2 ans à raison de 3 jours par mois. Pourquoi vous avez suivi cette formation ? Parce que j'avais envie d'évoluer. Le fait d'être ingénieur au départ a une connotation éminemment technique. Et je pensais que pour évoluer au sein de Bolloré, il fallait que je complète mes compétences par une approche gestion d'entreprise, comptabilité, finance, marketing, commercial. Pourquoi cette formation? Parce qu'il avait envie d'évoluer. Et pour évoluer, il fallait qu'il complète ses compétences par une approche gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est Michel Pinard, en tant que directeur général, qui choisit les personnes qui devraient aller en formation. Formation qui leur permettrait de se développer et d'évoluer. Donc en tant que directeur général, maintenant c'est vous qui décidez de qui va aller en formation. Et quand vous choisissez, avec bien sûr vos autres collègues, les personnes qui vont suivre ces formations, oui. Quelles sont les qualités que vous recherchez? D'abord la volonté d'évoluer. Ça c'est la première des choses. Deuxièmement, nous regardons par l'analyse propre que nous avons nous-mêmes en tant que direction de la capacité d'évolution des gens. Des personnes peuvent vouloir évoluer sans en avoir les moyens. Donc ça ne sert à rien psychologiquement et intellectuellement de les amener à un échec. Et troisièmement, nous regardons, ce que je disais tout à l'heure, nous faisons attention à satisfaire les futurs diplômés. C'est-à-dire qu'il serait vain de donner des diplômes ou de faire travailler des gens sur des diplômes dans un espoir d'évolution s'il n'y a pas l'évolution. Donc, première chose, capacité d'évolution personnelle de l'individu. Deuxièmement, volonté d'évolution. Bon, je mets de côté tout ce qui est équilibre psychologique, etc., qui sont des critères bien connus. Alors, quelles sont ces qualités? Premièrement, capacité d'évolution personnelle de l'individu. Deuxièmement, volonté d'évolution de l'individu. Piste 7. Vincent Bolloré. Lors de ses voyages au Japon entre 1980 et 1985, Vincent Bolloré, PDG de Bolloré Technologies, a pu observer la philosophie commerciale des Japonais et sa mise en pratique. Écoutez-le nous expliquer la théorie de base des Japonais et la façon dont lui l'a appliquée à sa propre entreprise. J'ai beaucoup voyagé au Japon entre 80 et 85 et je me suis aperçu que là-bas, ils considéraient qu'il ne fallait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et pour une raison très simple, c'était que pour protéger durablement des actionnaires et des salariés, qui sont les deux partenaires essentiels de l'entreprise, il ne fallait pas être sur le même secteur d'activité. Et que ce que pensent ou ce que pensaient les Occidentaux, qui consistait à dire soyons forts sur un seul métier, en Asie était considéré comme au contraire un risque, parce que la vie des produits est de plus en plus courte, les cycles sont donc extrêmement espacés, et lorsqu'on est sur un seul produit, on a le risque de se voir un jour avec des baisses de production, donc des salariés à licencier et des actionnaires mécontents par les dividendes qu'on ne peut plus verser. Nous avons donc choisi, fin 85, en effet, de quitter l'industrie, ou plutôt à côté de notre activité industrielle qui s'était beaucoup développée, de nous lancer dans une activité de service pour essayer de
contrecarrer les risques d'évolution des cycles économiques. Et puis ensuite, nous sommes partis dans le troisième secteur d'activité, qui est la distribution. Et nous avons donc aujourd'hui, pour asseoir le groupe, 3 pieds: l'industrie, les services, la distribution. L'élément commun, l'élément cohérent, c'est que ces 3 activités sont très fortement impliquées à l'étranger. Nous raisonnons marché européen, voire marché mondial. Et dans chacune de ces activités, nous avons des positions de leader, soit européen, soit mondial. En Asie, être fort sur un seul métier, un seul produit, est considéré comme un risque. Pour contrecarrer les risques d'évolution des cycles économiques, il faut avoir plus d'une activité. C'est pour ça que Bolloré Technologies, à côté de l'activité industrielle, s'est lancé dans des activités de services et de distribution. Piste 8. Le produit banal. Quelle est la particularité de l'activité industrielle de Bolloré Technologies? Quel est le produit banal dont l'entreprise a 25% du marché mondial? Quelles sont les autres activités de l'entreprise? Écoutez Vincent Bolloré. La particularité de notre activité industrielle, c'est que nous étions dans des métiers très technologiques, nous étions dans des petites niches dans lesquelles nous avions une forte part du marché mondial. Exemple typique, le sachet à thé, ça a l'air d'un produit banal, le petit tea bag, et pourtant ils s'en consomment chaque année dans le monde 100 milliards. Il faut que ça résiste à l'eau bouillante, il faut que ça résiste à la traction de la cuillère, il faut que ça infuse en moins de 15 secondes. Donc un produit technique, apparemment de grand public, nous en avons aujourd'hui 25% du marché mondial. Quand nous avons décidé de sortir notre patrimoine et d'aller dans les services, nous avons recherché justement des services internationaux d'abord, qui faisaient utiliser nos compétences, mais aussi, j'allais dire, des services à l'industrie. Et nous avons choisi le transport et la logistique parce que nous nous sommes rendus compte que lorsqu'on produit, pour vendre à l'étranger, il faut non seulement des bons produits, mais un bon service. Et le premier de ces services, c'est le transport. Quand on dit nous allons livrer le mardi matin à Tokyo, il faut que ce soit vraiment le mardi matin à Tokyo. Ni le lundi après-midi, ni à 30 km de Tokyo. Il faut donc avoir un transitaire qui vous assure que non seulement vous aurez un bon produit, mais qui va arriver au bon moment. Et je crois que ceci est d'autant plus vrai que les entreprises maintenant cherchent à travailler avec des flux tendus, avec des stocks zéro. Et pour avoir des stocks zéro, il faut être certain que le transporteur a bien apporté la matière première au bon moment, au bon endroit, en bon état. Donc ça a été le premier critère de choix qui nous a amené à reprendre la SCAC en 1986. Les entreprises maintenant cherchent à travailler avec des stocks zéro. Et pour ça, il faut avoir un transporteur qui apporte la matière première au bon moment, au bon endroit, en bon état. Et c'est pour cette raison qu'en 1986, Vincent Bolloré reprend la SCAC, une entreprise de transport. Piste 9. La stratégie financière. Et maintenant, Vincent Bolloré nous explique la stratégie financière et surtout la politique globale du groupe qui permet d'assurer au personnel une certaine continuité dans son travail et aux actionnaires un dividende qui sera maintenu ou augmenté. La stratégie financière est à la fois séparée et commune. Elle est séparée dans la mesure où chaque branche a une stratégie financière propre qui consiste à dire nous allons avoir un cash flow supérieur à nos investissements qui va nous permettre de rémunérer le capital, d'embaucher de nouveaux cadres, de former le personnel. Et puis nous avons une politique de groupe, puisque c'est justement ce que nous recherchions dans cet équilibre en 3 pôles, qui consiste à dire, un peu comme, j'allais dire, des fruits ou des fleurs, nous ne voulons pas que nos 3 métiers soient en même temps investisseurs. Nous avons des métiers dans lesquels nous avons investi il y a 6 ou 7 ans, donc nous sommes en train de récolter les fruits, ce qui nous permet d'avoir des finances extrêmement positives dans ces métiers et d'utiliser ces finances pour les mettre dans la deuxième branche dans laquelle, au contraire, on est en période d'investissement. Et c'est cette politique globale du groupe qui nous permet d'assurer et à notre personnel, j'allais dire, d'avoir une certaine continuité dans son travail et à nos actionnaires que le dividende, même les bonnes années, sera maintenu ou augmenté. Piste 10. Les racines sociales. En France, les gens sont très attachés à leurs racines, à la communauté dans laquelle ils ont grandi. Ils n'ont pas envie d'aller ailleurs chercher du travail si le travail cesse. C'est pour ça qu'en France, on essaye de développer l'entreprise autour de l'homme. Nous avons en France des racines sociales
qui font qu'un salarié n'a pas envie de bouger de 500 km du jour au lendemain. Il n'a pas été habitué à ce que son emploi brutalement s'arrête. Aux États-Unis, nous avons des usines là-bas. Quand il n'y a plus de travail, le directeur de l'usine appelle les salariés, leur dit écoutez, je suis désolé, il n'y a plus de travail, et ils disent no problème, et ils vont un peu plus loin chercher du travail. Je crois que c'est pas du tout le modèle applicable en France, parce que nous avons ces fameuses racines historiques qu'il faut qu'au contraire tout est fait pour que l'homme reste s'entoure avec sa famille sur un certain contexte géographique, donc au niveau de son travail également. Je crois donc beaucoup plus au modèle germain ou au modèle japonais qui consiste à dire développons l'entreprise autour de l'homme. Et en tout cas, c'est ce que nous avons essayé de faire chez nous, tout en gardant, autant que faire se peut, l'imagination créatrice américaine qui nous paraît un point très positif. Vincent Bolloré croit que le modèle américain n'est pas du tout applicable en France. Il croit beaucoup plus au modèle allemand, germain comme il dit, ou au modèle japonais. Et c'est ce qu'il a essayé de faire, tout en gardant l'imagination créatrice américaine qui lui paraît un point très positif. Piste 11. Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc gère avec son père Édouard Leclerc tout le mouvement Leclerc, à savoir 15 centrales régionales, les relais d'approvisionnement et 550 centres Leclerc, c'est-à-dire 324 supermarchés, 176 hypermarchés et 50 magasins spécialisés. Michel-Édouard nous parle des règles que les adhérents du mouvement doivent respecter. Alors, quelles sont les règles que doivent respecter les adhérents du mouvement ? Nous sommes une association, et donc les règles sont à la fois des règles écrites et aussi des règles informelles, des règles orales. La première consiste à respecter une politique de prix. Nous sommes des discounters, nous voulons vendre le moins cher possible, et donc chaque adhérent doit respecter des marges maximales qu'ils ne doivent pas dépasser. Et puis, il y a des règles de vie associative. Un postulant qui devient adhérent Leclerc n'adhère pas simplement à un contrat de marque, il doit faire vivre cette marque, il doit participer à la fois aux instances du groupe, à la vie des entrepôts régionaux, au groupe d'achat, mais aussi participer à la publicité, à la communication autour du groupe. Donc ce sont deux obligations clés, les prix et la participation active. Et puis alors, il y a la dernière obligation qui est typiquement d'ordre moral. La plupart de nos adhérents sont d'anciens salariés qui sont devenus chefs d'entreprise, et il leur appartient, à leur tour, de prendre les meilleurs de leurs cadres et de les aider à devenir, dans le mouvement Leclerc, des chefs d'entreprise. Vous avez noté les règles ? Vendre le moins cher possible, donc respecter des marges maximales. Adhérer au contrat de marque, faire vivre cette marque, participer activement à la vie des entrepôts régionaux, aux groupes d'achat. Participer aussi à la publicité, à la communication autour du groupe. La dernière règle pour les adhérents qui sont devenus chefs d'entreprise, c'est d'aider les meilleurs de leur cadre à devenir à leur tour des chefs d'entreprise dans le mouvement. Piste 12. La liberté. Toute personne désirant devenir propriétaire d'un centre Leclerc doit être parrainée par un adhérent du mouvement. Ce parrainage ne signifie pas un contrôle strict de ses pratiques commerciales. Comme nous l'explique Michel-Édouard Leclerc dans l'extrait qui suit, les adhérents ont toute liberté commerciale pourvu qu'ils respectent le contrat minimal et ne portent pas atteinte à la marque. Concrètement, quelles sont les libertés qu'ont vos propriétaires par rapport à un mouvement plus traditionnel, de forme capitalistique ? La liberté essentielle, c'est d'abord la liberté commerciale. Nous n'intervenons en tant qu'association dans leur gestion ou dans leur pratique commerciale que s'ils ne respectent pas le contrat minimal ou si leur pratique porte atteinte à la marque. En clair, ils ont plusieurs moyens pour arriver aux objectifs. Nous ne sommes pas derrière eux pour contrôler à chaque fois la manière dont ils réalisent leurs projets économiques. Nous contrôlons la finalité, la bonne finalité des opérations commerciales et le respect du cahier des charges minimal. Piste 13. Les avantages. Michel-Édouard pense qu'il existe relativement peu de systèmes où des salariés puissent accéder à la propriété entière et complète d'une entreprise.
Mais ça, c'est l'avantage du système de parrainage du groupe Leclerc. Et d'après Michel Edouard, c'est unique au monde. Écoutez-le. Dans cette structure de propriétaires indépendants, quels sont les avantages du système de parrainage ? Le premier avantage du groupe Leclerc pour des distributeurs indépendants, c'est de pouvoir accéder à la propriété entière et complète d'une entreprise. Je pense qu'il existe relativement peu de systèmes dans le monde où des salariés, même ayant un bon niveau de salaire, puissent acquérir des magasins pour des investissements de l'ordre de 25, 30, voire 100 millions de francs. Le système de parrainage, le système de cautionnement vis-à-vis des banquiers et le système de parrainage moral vis-à-vis du groupe Leclerc permet à des indépendants, à des familles, à des hommes et des femmes qui étaient salariés de devenir propriétaires à 100% d'un patrimoine qui, 10 ans ou 15 ans après l'ouverture du magasin, vaudra beaucoup d'argent. Et ça, c'est unique. Je pense que c'est unique au monde. Et vous pensez que les gens travaillent de façon beaucoup plus efficace et sont plus motivés ? À partir du moment où chacun travaille pour soi, il est évident que la motivation, elle est plus qu'exemplaire, elle est totale. Piste 14. Annie Courtade. Annie Courtade était professeure de lettres dans le secondaire avant d'adhérer au mouvement Leclerc. Aujourd'hui, elle est propriétaire d'un supermarché à Col-sur-Loup, près de Saint-Raphaël, et d'un hypermarché à Saint-Raphaël même, sur la Côte d'Azur. Dans l'extrait qui suit, Annie Courtade profite de la première assemblée générale de l'année qu'elle préside pour offrir ses meilleurs vœux à toutes les personnes ici présentes. Voulez-vous vous asseoir, s'il vous plaît? Bonjour à tous. C'est la première réunion donc de l'année 92. J'en profite à ceux que je n'aurais pas vus depuis pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Je voulais simplement vous dire que, comme les autres années, vous rappeler que l'avenir se prévoit mais également se construit et que nous allons encore cette année le construire ensemble. Et peut-être vous remémorer simplement la phrase que Michel Edouard avait inscrite sur le livre d'or de l'heure de vérité, à savoir que l'important n'est pas d'être roi, mais de construire un royaume. On peut prévoir l'avenir, mais également on peut le construire. Chez Leclerc, on le construit ensemble. Piste 15. Les difficultés. Annie Courtade planifie un autre supermarché, cette fois au Canet. Notre reporter Laurence Relin lui a demandé quelles sont les principales difficultés qu'elle a rencontrées lors de l'élaboration du projet. Écoutez. Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors de l'élaboration d'un projet? Les difficultés sont multiples. Cela part d'abord par la recherche du terrain. Ce qui, par exemple, dans un site comme la Côte d'Azur, est extrêmement compliqué vu la raréfaction et la cherté des terrains. Cela implique également qu'on retrouve la bonne surface. Ensuite, une étude de marché qui fasse que le projet soit viable dans l'avenir. Par l'obtention des permis de construire, des autorisations locales, administratives. Et il y a un obstacle qui est majeur et qui exige un parcours de combattant, c'est l'obtention de la CDUC, qui est la Commission départementale d'urbanisme commercial. Donc, il y a, par ordre chronologique, toutes ces difficultés à contourner. Quand vous avez commencé, c'était quand même plus facile qu'aujourd'hui? En 1974, c'était plus facile parce que la concurrence était moindre. On avait beaucoup plus de possibilités donc d'obtention de terrain. La gestion était moins pointue. C'était peut-être plus facile, mais moins passionnant. Comme toujours, c'est un parcours de combattants. Les terrains sur la côte sont rares et chers. De plus, il faut trouver la bonne surface. Ensuite, il faut faire une étude de marché pour assurer que le projet est viable dans l'avenir. Ensuite, il faut obtenir les permis de construire, les autorisations locales, administratives. Piste 16. Style de management. Comme nous l'avons déjà dit, Annie Courtade était professeure de lettres.
au lycée de Saint-Raphaël. Oui, au lycée de Saint-Raphaël. Mais des amis qui étaient propriétaires d'un centre Leclerc à Fréjus l'ont convaincue qu'avec son dynamisme, elle était plutôt faite pour le commerce. Et après un stage chez ses amis, elle s'est effectivement lancée dans la distribution. Annie Courtade, vous avez une formation un petit peu particulière. Est-ce que vous croyez que cette formation se ressent dans votre management? Autrement dit, quel est votre style de management? Oui, je crois que j'ai un style de management qui est peut-être peu orthodoxe. À savoir d'abord que je confère une très large délégation à mon encadrement. Ils ont une grande autonomie. Quand ils ont la faculté tout à fait de mettre en œuvre leurs initiatives, ils m'en parlent, je donne mon avis. Ils ont droit à l'erreur une fois, mais pas deux la même, n'est-ce pas? Et comme ils sont quand même intéressés aux résultats, de toute façon, avant de me présenter un projet, ils ont fait le tour le plus exhaustif qui soit de la question. Ensuite, je crois aussi que ma formation littéraire me conduit à avoir avec eux d'autres débats d'idées que simplement de la gestion pure. Et nous parlons de tas d'autres sujets. Et je crois que c'est un enrichissement mutuel. Piste 17. La vocation politique. Pour Michel Édouard, la vie politique, c'est la vie de tous les jours. C'est la vie de la démocratie et, en tant que chef d'entreprise, il a des opinions politiques. Et il les dit haut et clair. Est-ce que le distributeur que vous êtes se sent une vocation politique, une vocation sociale? La vocation politique ne doit pas s'exercer uniquement dans la fonction de représentant du peuple, c'est-à-dire membre du Parlement. Il est temps, là aussi, de contester le monopole du discours politique que se sont arrogés les membres du Parlement. La vie politique, c'est la vie de tous les jours, c'est la vie de la démocratie. Et en tant que chef d'entreprise, j'ai des opinions politiques. En tant que distributeur, je suis en contact avec des millions de consommateurs et avec des milliers d'industriels qui fournissent les produits et qui se servent de moi pour arriver jusqu'au consommateur. C'est un observatoire formidable de la société, des changements de la société, et donc à la fois observateur et acteur engagé dans un processus de modernité, d'adaptation à la réglementation européenne et à la culture européenne, acteur engagé dans l'ouverture de nos économies. Nous avons des choses à dire, nous voulons faire bouger la société, accompagner les changements de la société. Et de ce fait, nous revendiquons un rôle politique. Alors ça dérange, ça plaît pas, ou ça plaît quelquefois, mais il est évident que de ce fait, nous devenons aussi un concurrent des hommes politiques. Et voilà, c'est tout pour le moment. Nous espérons que vous avez passé de bons moments en notre compagnie et que nous vous avons aidé à faire des progrès en français. Et que vous avez eu du plaisir à le faire. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci de votre attention et au revoir. Au revoir. Au revoir. Et souvenez-vous, impossible n'est pas français.